les enjeux de l'eau, donc, dans sa diversité, hein, puisque, comme je disais, il y a des représentants autour de la table à la fois de la GEMAPI, avec vous, gestion des milieux aquatiques et protection des inondations, qui est une des compétences importantes de la métropole du Grand Paris, d'autant plus que Patrick Ollier est à la fois président de l'établissement public territorial de bassin Seine-Grand Lac, le syndicat des eaux d'Île-de-France, qui, comme on le sait, alimente en eau une grande partie des Franciliens, avec tous les enjeux de protection, de sécurisation à l'heure de la perspective d'une baisse de l'étiage liée au réchauffement climatique, même si le problème en Île-de-France n'est pas tant la quantité de l'eau, contrairement à d'autres régions, que sa qualité. On parlera d'assainissement, notamment, bien sûr, avec le SIAP et des enjeux là aussi liés au protoxyde d'azote, notamment. Et puis, vous, Michel Vialat, vous nous faites le plaisir d'introduire, parce que j'ai assez parlé, cette table ronde qui se déroulera en deux temps. D'abord un temps d'enjeu comme toutes les autres, parce que ça n'a peut-être pas été assez dit ce matin par mes collègues, c'est que tout ça a pour objectif d'aboutir à un livre blanc présenté le 14 novembre lors des Assises du Grand Paris, compilant des propositions sur ces sujets pour essayer modestement de faire avancer les choses dans le sens de l'atteinte par la région Île-de-France de la neutralité carbone, qui est finalement l'objectif commun dont on débat ce matin. Michel, j'ai pas trouvé d'autre mot que de dire que vous dramatisez la question à bon escient pour montrer ses enjeux finalement. Pour souligner les enjeux de cette table ronde, des assises du 14 novembre et des enjeux de l'eau, qui sont au cœur des préoccupations de toute stratégie de développement d'une métropole. On a tous, les uns et les autres, à l'esprit ce qui s'est passé en 2018 dans la grande métropole du Cap, en Afrique du Sud, qui s'est trouvée en situation de stress hydrique dramatique pendant une quinzaine de jours, ce qui a révélé l'ampleur des effets que produisent l'interruption de la distribution d'eau dans une très grande ville. C'était dû à quoi là, pour le Cap, C'était dû à un niveau des nappes phréatiques et des cours d'eau qui avait atteint un seuil critique et qui ne permettait plus le fonctionnement des unités de production d'eau potable de la métropole. Alors évidemment, appliqué à la métropole du Grand Paris, l'enjeu n'est pas le même. Comparaison n'est pas raison. Néanmoins, l'ère parisienne ne fait plus exception aux enjeux et aux contraintes que vont générer le changement climatique. Et vous l'avez rappelé, M. Paquier, le président Ollier d'ailleurs, a marqué sa préoccupation et son attention à ces enjeux en prenant la présidence de Seine-Grand Lac, corrélativement à celle de la métropole, et en s'impliquant personnellement dans la GEMAPI, dans la politique de GEMAPI, qui est l'une des compétences de la région. De la métropole, excusez-moi. La Seine, à l'échelle du territoire de la métropole, est évidemment un patrimoine hydrique précieux, ainsi que les affluents de la Seine. On a tout à l'heure évoqué la Marne, on peut évoquer l'Oise, l'Essonne, l'Orge, l'Yonne, bien sûr, à Montereau, etc. Et donc, ces ressources constituent des gisements majeurs pour la production d'eau potable, parce qu'en Île-de-France, la production d'eau potable se fait à partir d'unités qui exploitent des ressources souterraines, mais pour les plus grosses d'entre elles, les trois principales qui exploitent les ressources en eau du fleuve, les ressources en eau superficielles. Ce sont aussi, ces ressources du fleuve, le réceptacle naturel de dizaines de millions de mètres cubes d'eau usée recyclée par les stations d'épuration qui utilisent le débit du fleuve pour rejeter leurs eaux usées recyclées. Et puis, le cours d'eau, qui le plus souvent est paisible, a parfois des colères, devient menaçant, et la gestion des crues et des inondations, le PI de GEMAPI,
est une dimension extrêmement importante. Mais demain, la gestion d'étiage sévère deviendra une autre réalité de la GEMAPI, qui n'apparaît pas dans le sigle, mais qui va devenir un élément incontournable. Et puis enfin, nous avions le représentant d'Aropa ici il y a quelques minutes. La Seine est un axe fluvial essentiel au transport de marchandises. Et on a vu en Europe, l'année dernière, que même de très grands cours d'eau navigables, comme le Rhin, étaient exposés à une interruption sur certaines parties de leur cours du trafic fluvial, du fait d'un niveau d'étiage trop sévère. Je ne voulais pas trop vous interrompre, mais l'autre jour, il y avait Bas Smets, qui est un urbaniste, un paysagiste plutôt mondialement connu, qui disait que le problème n'est pas tellement la baisse de l'étiage, mais le fait qu'on allait assister à une concentration des précipitations dans le temps, cumulant le pire des deux mondes finalement, à la fois une baisse de l'étiage en moyenne, mais des précipitations telles que ça provoque des inondations. Exactement. Et c'est le cumul de ces deux réalités qui posera problème à l'avenir et qui doit être anticipé. Alors, le réchauffement climatique, dans un scénario qui vient d'être explicitement évoqué par le ministre Christophe Béchu, de plus 4% à horizon 2100, 4 degrés, oui, j'ai dit 4%, excusez-moi, 4 degrés, présenté donc aujourd'hui comme un scénario plausible, représente, s'il se réalise, une menace grave pour nos cours d'eau en Île-de-France. Parce que les simulations aujourd'hui, avec un réchauffement inférieur à celui-là, était que la baisse globale du volume d'eau dans les cours d'eau franciliens à horizon 2070 était de l'ordre de 30%. Mais si on a un phénomène d'accélération du processus de réchauffement climatique, il faudra donc qu'on prenne en compte la réduction de ces volumes d'eau liés à l'évapotranspiration à un horizon plus court, qui peut être un horizon 2040. 2040, c'est dans 17 ans. C'est demain matin, à l'échelle des efforts qui sont à accomplir pour essayer d'anticiper et d'améliorer la résilience de nos cours d'eau à ces phénomènes climatiques. Et on peut aussi tenter de se poser un certain nombre de questions. À 30 ou à 40% de volume d'eau en moins dans nos cours d'eau, peut-on maintenir, par exemple, le même niveau de rejet qu'aujourd'hui d'eau usée recyclée dans le cours d'eau, parce que les phénomènes de dilution, d'oxygénation sont posés. Deuxième question, les prélèvements qui sont effectués en aval par les unités de production d'eau potable, en aval des steppes et de leur rejet, pourront-ils être garantis, et notamment en période d'étiage sévère? Troisième sujet, les process de traitement, de potabilisation de l'eau, des unités de production qui pompent dans la Seine leurs ressources, Choisy-le-Roi ou l'usine d'Evry, pour citer deux exemples, devront-ils être adaptés aux nouvelles conditions de prélèvement? Les prises d'eau nécessiteront très probablement des adaptations. La baignabilité en Seine, on l'a évoqué tout à l'heure, objectif 2024, sera-t-elle remise en cause à un horizon 2040 par exemple, du fait des conséquences du changement climatique? Les lacs réservoirs et les projets de casier, par exemple de la Bassée, pourront-ils être conçus comme des ouvrages, j'allais dire, réversibles, c'est-à-dire capables, en cas de très forts épisodes de précipitation, d'absorber des masses d'eau qui permettent de protéger l'agglomération parisienne, et, en période d'étiage sévère, offriront-ils une capacité de rechargement des volumes d'eau dans les cours d'eau qui permettent de faire face au stress hydrique? Toutes ces questions sont posées. Elles sont posées, et la chance de la métropole du Grand Paris, c'est qu'en matière de grands cycles de l'eau, on bénéficie, et c'est une spécificité française, voire européenne d'ailleurs,
d'établissements, le CEDIF, le SIAP, l'établissement public des Grands Lacs de Seine, qui ont la masse critique, l'ingénierie, la capacité d'étude, d'anticipation, qui doit nous permettre, ensemble et avec leur concours technique, de poser les bonnes questions et de réfléchir aux solutions et à l'adaptation des équipements aujourd'hui exploités pour répondre à ces préoccupations liées à l'adaptation au changement climatique. Donc, 3 enjeux de notre table ronde: caractériser le risque pesant sur la ressource en eau, sans l'exagérer, sans le dramatiser, mais sans non plus le minorer, parce qu'il est réel. Deuxièmement, concevoir des programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on voit bien que l'enjeu prioritaire, il est là. Peut-on encore, oui, limiter les effets du réchauffement climatique, et comment, à une échelle régionale, locale, métropolitaine, au plus vite, réduire l'impact carbone et décarboner. Troisième élément, et il est consécutif au second: quels projets lancer, comment les identifier, les programmer, les inscrire dans le temps, au moment où le gouvernement vient d'annoncer, avec le plan eau, des dispositifs d'accompagnement et de soutien financier destinés à en accélérer la réalisation. Voilà les grands enjeux de notre table ronde. Écoutez, on ne pouvait mieux poser le débat. Puisque et donc on va répondre, et je reprends totalement, c'est pas un hasard, ces trois grands axes, caractériser le risque, concevoir une réduction des gaz à effet de serre, des outils, notamment. Puis j'ai oublié le troisième, mais je le reprends quand même. Véronique Heim, oui, parce que la spécificité de l'Île-de-France, qui est parfois méconnue, c'est que contrairement à d'autres régions, vous puisez l'eau, et vous allez me dire si j'ai bien compris, pour alimenter les Parisiens dans les fleuves et non pas dans les nappes phréatiques, ce qui est totalement en lien avec ce qu'a dit Michel Vialat, et ce qui est un point de départ à considérer pour répondre à tous ces enjeux. Alors oui, bonjour mesdames et messieurs, merci d'avoir invité le CEDIF à cette table ronde. Alors, la réponse, c'est que le milieu hydrologique est un tout. Donc, il y a des masses d'eau souterraines, des masses d'eau superficielles. Mais effectivement, dans le cas du CEDIF, alors j'ai un petit PowerPoint, donc je pense que ça va vous donner quelques chiffres clés qui sont intéressants à comprendre pour voir qui nous sommes. En fait, le CEDIF, c'est une autorité organisatrice, 133 communes qui desservent, qui produit et distribue de l'eau potable au robinet. Donc c'est la première partie du petit cycle de l'eau. Donc Vincent, mon collègue du SIAP, vous apportera des éléments sur la deuxième partie. Donc à 40% de l'agglomération, de la population de notre territoire, et qui effectivement puise de l'eau pour 97% dans le système Seine, donc les eaux superficielles, la Seine, la Marne et l'Oise. Donc on ne dessert pas Paris, qui a la chance d'avoir des eaux souterraines parce que le baron Haussmann et l'ingénieur Belgrand étaient visionnaires, étaient allés capter des sources à 150 km. Donc, la banlieue, donc le CEDIF a 100 ans cette année, et donc il y a 100 ans, c'est une mutualisation de moyens de toutes ces communes de la banlieue pour mettre en place des unités de production là où il y avait de l'eau, c'est-à-dire les fleuves. Et donc, ces installations, elles sont là depuis la fin du 19e siècle. Elles vont rester là encore longtemps. Et elles seront là en 2040, 2070, 2100. Donc, elles ont cette vocation à être pérennisées. Donc, il faut effectivement qu'on travaille pour répondre à ce scénario catastrophe et être en situation de relever tous ces défis. Donc, pour ce qui concerne le CEDIF, donc l'autorité organisatrice, elle a ses moyens de production propres, donc
des usines qui puisent dans les fleuves. Donc, vous avez ici donc, les 3 usines principales, et on a aussi des usines qui puisent dans des ressources souterraines, malheureusement pour le CEDIF en beaucoup plus faible volume, ça représente 3%. Et donc finalement, notre bassin versant amont, c'est la carte que vous voyez là, c'est 12% du territoire national. Donc ce qui est énorme. Et donc, pour ce qui concerne, pour revenir à des chiffres et à des enjeux, nous, je dirais le mot de santé publique, parce qu'un des enjeux de la production, de la distribution d'eau potable, alors c'est un des éléments du fleuve. On a beaucoup parlé de la mixité des ouvrages, des utilisations. Donc effectivement, le système fleuve, il est présent dans tous les usages. Là, en faisant le focus sur l'alimentation en eau potable, il y a le volet santé publique, parce qu'on répond aux obligations du Code de l'environnement, mais aussi du Code de la santé publique. C'est distribuer H24 à vos robinets, donc 7 jours sur 7, une eau de qualité sanitaire garantie, pour que justement l'eau fasse partie, ça fait partie, ça coule de source. Mais effectivement, elle doit couler aussi en quantité, en qualité à vos robinets. Donc, c'est effectivement une conformité sanitaire, donc des ressources partagées avec de multiples acteurs, et puis et aussi donc la prise en compte de ces phénomènes que l'on surveille depuis un certain temps. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans les enjeux, la ressource, elle est à préserver en quantité et en qualité. Donc nous, on travaille déjà à limiter les pertes de notre réseau. On a un rendement qui est avec un objectif fort, et on va peut-être être encore plus ambitieux pour le futur. Sensibiliser aussi tous nos habitants, les habitants de nos communes, les citoyens, à toutes ces actions nécessaires pour préserver la ressource. Ce sont des gestes simples, mais les éco-gestes, c'est fondamental. Et il faut vraiment... Donc on se tourne beaucoup vers le jeune public parce que la ressource est quelque chose de précieux qu'il faut que l'on... et donc on communique beaucoup. Alors après, tout cela est aussi cadré. On a... des arrêtés qui cadrent toutes ces situations de sécheresse, mais on travaille beaucoup parce que pour le CEDIF, on a une vocation à la fois de traitement curatif, parce qu'on ne peut pas faire autrement, il faut qu'on donne une eau sûre au robinet, mais on travaille aussi sur le préventif, et on va travailler encore plus sur le préventif, donc notamment sur les ressources superficielles souterraines. On a des plans d'action pour limiter les pollutions à la source. Et puis, on travaille, alors on a beaucoup parlé aussi de silos, de travail, mais comme effectivement les acteurs de l'eau, nous sommes très nombreux, il ne faut pas que chacun travaille en silo. Et l'idée, c'est de réfléchir à l'échelle de la région à une mutualisation des moyens de production, à des réflexions générales. Et là, on s'associe bien entendu à l'étude qui vient d'être lancée, je pense que madame vous en parlerez, sur la résilience. Mais je pourrais dire, en tout cas, nous, elle nous intéresse beaucoup, parce que l'idée, ça va être de se projeter et imaginer un futur qui ne soit pas catastrophique et répondre à des besoins. Voilà, donc Mais dites-nous un mot de cette étude de l'OCDE donc, qui vient d'être lancée. Voilà, alors, madame, vous le permettez ? Oui, d'accord. Donc, la métropole du Grand Paris, en lien avec le PTB Grand Lac, ainsi que la ville de Paris et Haute-Paris, ont monté un groupement de commandes. Donc, c'est un marché public conjoint pour plusieurs maîtres d'ouvrage, pour lancer une étude de résilience par rapport à ces questions de réchauffement climatique, donc, et en complémentarité d'une étude d'inondation qui avait été lancée et confiée à l'OCDE il y a 5-6 ans, je crois, par rapport aux crues et à la crue centenale notamment. Donc cette étude vient d'être lancée, et l'idée, c'est de s'appuyer, alors de faire participer tous les acteurs de l'eau au sens très large à un questionnaire, donc pour justement imaginer les conséquences, les impacts, voir quelles solutions
pour faire face à ces problèmes de réchauffement climatique, de baisse de débit de fleuves, de concentration de pollution aussi, parce que d'élévation de température. Et donc tout ce questionnaire va s'appuyer aussi sur un benchmark avec des collectivités étrangères. Alors il y a Londres, il y a aussi les Pays-Bas, il y a aussi Barcelone. Alors je crois qu'ils ne sont pas allés chercher le cap, mais peut-être... en tout cas... voilà, exactement, pour justement définir les actions concrètes, un petit peu la même démarche que celle des assises. Hein. Quelles sont les actions concrètes à lancer pour prémunir et que notre région continue à être soutenable et effectivement, je crois que le président Houllier qui a lancé cette espère des actions concrètes, justement parce qu'il faut du temps long pour arriver... C'est ce que j'allais vous demander. Pour l'instant, par rapport aux 17 ans, qui est, si j'ai bien compris, le scénario catastrophe pour arriver à un étiage qui serait quelque part problématique, est-ce que vous, cette perspective de devoir aller chercher de l'eau ailleurs, si je pouvais m'exprimer ainsi, c'était quelque chose qui est pour l'instant virtuel et qui ne fait pas partie de votre quotidien, ou est-ce que d'ores et déjà vous anticipez et vous prenez en compte ce risque? Alors c'est un risque. Alors la gestion des risques, merci d'avoir prononcé le mot. Donc on étudie différents scénarios dans nos études prospectives et effectivement on a déjà lancé une étude sur le risque inondation. Alors c'est un scénario de crue au-delà de la crue centenale, donc la crue R1.4 pour ceux qui pour justement imaginer où il faudrait placer une nouvelle usine pour répondre au risque inondation. Donc on a une étude qui est en cours, qu'on mène avec la zone de défense, la préfecture de police et d'autres, et les opérateurs, puisqu'il ne faut pas réfléchir tout seul dans son coin. C'est vraiment un sujet d'un système global. Actuellement, on évalue la population qui serait déplacée et donc quels seraient les besoins en eau pour éventuellement imaginer une usine, donc soit au niveau de la Bassée, par exemple, en amont de Paris, soit en aval, après les rejets du SIAP, peut-être au Havre. Voilà, cette étude-là, on l'a déjà lancée. On a d'autres études, mais je pourrais... Très bien. Merci infiniment. Vincent Rocher, vous êtes directeur d'innovation du SIAP. Peut-être que vous allez nous rappeler en quelques mots quelle est la vocation du SIAP, et puis vous allez nous dire comment vous percevez ces questions. Michel Vialat l'a excellemment dit, la baisse de l'étiage. Pour vous, je crois que vous êtes intéressé, sinon même peut-être partenaire de cette étude de l'OCDE. Et en tout cas, la baisse de l'étiage, pour vous, c'est la baisse de quantité d'eau qui peut poser, si j'ai bien compris, vous l'avez compris, je ne suis pas spécialiste, mais un problème de proportion finalement par rapport à vos rejets. Expliquez-nous un petit peu vos enjeux. Tout à fait. Donc, d'abord, merci d'avoir invité le SIAP et de nous permettre de nous exprimer dans le cadre de cette table ronde. Donc, en fait, la gestion des étiages, c'est un sujet de demain, mais c'est déjà un sujet d'aujourd'hui. Il faut quand même le garder à l'esprit. Je vais vous rappeler en quelques chiffres, ils sont derrière moi, quelques chiffres qui permettent d'appréhender la dimension du système d'assainissement francilien. Donc c'est un bassin versant qui fait 1800 km², qui accueille une population importante, plus de 9 millions de franciliens, qui génère à peu près 2 millions de mètres cubes d'eau usée tous les jours. Donc il faut gérer tout cela, le collecter, transporter et épurer tout cela. Pour ça, on dispose d'infrastructures importantes. Il y a à peu près 20 000 km de canalisation qui vont collecter ces eaux pour les acheminer vers ce qu'on appelle nous des autoroutes de l'assainissement qui vont, donc il y en a à peu près 400 km qui vont acheminer, donc c'est des gros tuyaux de 4 à 6 mètres de diamètre, donc c'est de gros émissaires qui vont acheminer ces eaux vers des stations d'épuration au nombre de 6 exploitées par la collectivité public SIAP, et qui vont être traités. Alors, il faut garder à l'esprit, je vais aller très vite, mais que ce parc
de stations d'épuration a été grandement modernisé, aménagé ces dernières décennies, ces 30 dernières années, sous l'impulsion des réglementations européennes. D'abord, celle des années 90, qui demandait de traiter carbone, azote et phosphore pour limiter l'eutrophisation, et de manière un peu plus récente, la directive cadre sur l'eau qui nous demande de restaurer le bon état des rivières. Il y a eu plusieurs milliards d'euros, à peu près 6 milliards d'euros qui ont été dépensés et qui ont permis d'améliorer la performance globale du système d'assainissement francilien par temps sec, mais également par temps de pluie, puisqu'il faut aussi garder à l'esprit qu'on est une zone urbanisée, très imperméabilisée, et lorsqu'il pleut, je vous parlais de 2 millions de mètres cubes, mais les débits qu'on va collecter peuvent être beaucoup plus importants lors des temps de pluie. On peut aller vers 3, 4, 5 millions de mètres cubes, donc il s'agit bien évidemment à ce moment-là d'évacuer les eaux, de les traiter au mieux pour préserver la rivière, et tout cela a été fait donc ces dernières décennies. Quelques mots sur le contexte hydrologique. La Seine est une petite rivière. Voilà. La Seine, le débit médian est de 300 mètres cubes par seconde, et c'est un débit qui est très faible comparativement aux autres grands fleuves qui accueillent des autres métropoles. Si on compare avec Lyon, le Rhône, le débit médian est de plus de 1000 mètres cubes par seconde, et l'agglomération lyonnaise, c'est à peu près 1,5 million d'habitants. Nous, on a 10 millions de personnes sur un fleuve dont le débit est 3 à 4 fois inférieur à celui du Rhône. Donc on a une situation dès aujourd'hui qui est atypique, particulière, avec une pression très forte exercée par la ville. Je ne parle pas du système d'assainissement, je parle de la ville sur la rivière. Si on regarde plus spécifiquement l'étiage, parce qu'on a beaucoup parlé d'étiage, au mois d'août, parfois, le débit atteint 70, 80 mètres cubes par seconde. Je rappelle qu'on traite 2 millions de mètres cubes. Si on ramène ça en unité de débit par seconde, grosso modo, nous traitons 20 à 30 mètres cubes par seconde. Donc dans ces moments-là, le plus gros affluent de la Seine, c'est le Siaap. Voilà. Bon, ça vous donne une idée, finalement, de la pression et du caractère sensible et fragile dans ces moments-là de la Seine francilienne. Et on a parlé des grands lacs de Seine. Quand je vous dis 70 mètres cubes par seconde, ce débit intègre le soutien, qui est très très important. J'ai repris les chiffres des collègues ce matin en préparant cette intervention. Donc on a 830 millions de mètres cubes et qui sont restitués dans les périodes sensibles. Donc il y a un comité qui rassemble tous les acteurs de l'eau, l'eau potable, l'assainissement, enfin tous les acteurs se réunissent régulièrement pour définir la stratégie de restitution. En un chiffre, à ce moment-là, lorsqu'il y a 70 mètres cubes par seconde, grosso modo, les grands lacs de Seine, c'est 50% du débit. Donc dit autrement, il n'y a pas les grands lacs de Seine, on traverse la Seine à pied. Et vous êtes vous opérez, vous êtes un régulateur du débit pour moi, vous étiez passif sur cette question, mais vous êtes actif. Alors, la stratégie de restitution, parce que c'est un challenge technique pour les grands lacs de Seine, c'est-à-dire qu'on doit capter pour éviter les crues automnales, etc. Et en même temps, on doit commencer à attaquer la saison sèche avec des réserves qui sont, avec des lacs qui sont à pleine capacité. Et ensuite, il y a la stratégie de restitution. Et là, aujourd'hui, dans les comités qui sont organisés par les grands lacs de Seine, tous les acteurs sont là, expriment leurs difficultés, expriment leurs besoins, et le Grand Lac de Seine définit la stratégie de restitution pour essayer de concilier tous les enjeux de production d'eau potable, de préservation de la ressource, de l'assainissement. Voilà. Et ça fait partie d'ailleurs des choses que je souhaite évoquer, des perspectives d'amélioration, d'adaptation, la gestion un peu plus macro de ces stratégies de gestion qui dépasseraient l'échelle francilienne. Je pense que ça fait partie des axes de progrès sur lesquels nous devons travailler. Pour continuer un peu le fil de mon propos, se dire quand même que dans ces conditions-là, et je pense que c'est important de le garder à l'esprit, que les investissements importants qui ont été faits par l'ensemble des acteurs du territoire ces 30 dernières années, je le répète, 6 milliards d'euros, ont permis, malgré ces conditions particulières, d'avoir une qualité physico-chimique de notre rivière retrouvée. Je veux dire, si on retourne la tête en 1970, la qualité de la Seine est infecte, en fait. En fait, il faut le garder à l'esprit. Et qu'en 50 ans, on a fait d'énormes progrès collectivement avec une Seine qui est aujourd'hui aérée, qui est aujourd'hui à des niveaux de concentration en éléments eutrophisants dont je parlais, tout à fait
Dites-moi. Je crois que c'est non, mais je vous ennuie. C'est attesté par l'augmentation de la diversité des variétés de poissons. Là, ça, c'est l'indicateur tout à fait qu'on utilise. Aujourd'hui, la preuve la plus évidente de la restauration de la qualité physico-chimique, mais aussi des efforts qui sont faits aussi sur les aménagements. Ça compte au moins autant. L'ingénierie écologique, c'est un levier très important. Eh bien, les chiffres sont là. 1970, il n'y a pas de poissons, quelques espèces qu'on trouve de manière erratique. Dans les années 90, ça va déjà un petit peu mieux. On en trouve 10-12 espèces. Et aujourd'hui, on est à plus de 35 espèces en Seine et d'ailleurs également en Marne. Donc, c'est un bel indicateur. Néanmoins, pour revenir un peu sur des choses un petit peu... la question de l'étiage, aujourd'hui, ça reste un sujet. On est fragile. Quand les débits sont faibles et quand l'air est chaud, la Seine aussi est chaude. Et là, on est dans une situation à avoir une sorte de bouillon de culture hyper réactif. Donc, parce que les eaux sont chaudes, on dit la constante de dissolution de l'oxygène fait que il y a peu d'oxygène dans la rivière. Parce que c'est chaud, la flore autochtone, c'est-à-dire les bactéries sont très réactives et attendent qu'une chose, qu'on apporte à manger. Donc dans ces moments-là, finalement, c'est un peu ce qu'on avait dans les années 90. Le moindre apport de matière organique conduit de manière spontanée et naturelle à une activité biologique, parce que cette matière organique va être auto-épurée, va être consommée par la flore, et ça va conduire à une désoxygénation rapide. Donc ça veut dire que dans ces moments-là, on est très fragile. On est très fragile. On l'était dans les années 90, on l'est beaucoup moins que dans les années 90, mais les tendances font que, donc j'ai des tendances en termes d'évolution des températures. C'est très compliqué dans notre zone, je trouve, dans la zone du bassin versant francilien. Les scénarios sont assez hésitants, parce qu'on a des zones intermédiaires un petit peu. Mais quand même, malgré tout, on peut se dire qu'on va être entre, dans le meilleur des cas, 1 ou 2 degrés, et dans le pire des cas, un peu plus. Donc, les températures vont s'élever dans l'air, donc elles vont s'élever dans l'eau. Et dans le même temps, les régimes des précipitations risquent de changer avec des précipitations importantes à des moments de l'année et surtout des étiages beaucoup plus sévères en débit, mais surtout en temps. En fait, on va avoir des étiages longs. Aujourd'hui, le sujet, il est sur 1 ou 2 mois et peut-être que demain, ça sera 4 mois. Donc ça veut dire qu'il faut s'y préparer. Alors ça sera la deuxième partie, s'y préparer en faisant tout pour que ça n'arrive pas, ou en tout cas essayer d'atténuer tout cela, mais aussi préparer l'adaptation. C'est un mot qui a été employé. Et je dirais, que faire? La première chose que j'ai envie de dire, ne pas paniquer. Je pense qu'il ne faut pas paniquer pour se dire que, d'une part, il y a des endroits où c'est pire, quand même se le rappeler, et d'autre part, que le pire n'est jamais certain. Voilà, je pense qu'on est le stress hydrique et les évolutions, il faut les prendre en compte sérieusement, mais il ne faut pas paniquer. Deuxième chose, et c'est important de le dire, tout ce qui a été fait ces dernières années, et tout ce qui est d'ailleurs accéléré dans le cadre de la baignade, ça a été dit, va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. On construit encore des ouvrages de rétention. On travaille aussi sur l'amont. Il faudra qu'on parle de l'amont, c'est-à-dire sur la désimperméabilisation. Donc toutes ces actions aujourd'hui qui sont conduites dans un contexte baignade, qui a été un accélérateur un petit peu de projets, vont dans le bon sens, c'est-à-dire celui de limiter les apports d'eau partiellement traitée dans la rivière. Et enfin, et c'est mon dernier point, l'adaptation, c'est aussi en mode de gestion. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé ma carrière il y a 20 ans, on s'occupait de stations d'épuration. Puis on a pris conscience qu'il fallait connecter réseau, stations d'épuration. Et aujourd'hui, on a tout à fait conscience que le système d'assainissement francilien doit être géré à l'échelle de 3 compartiments, le réseau, la station, la rivière, qu'il faut instrumenter la rivière, qu'il faut avoir des outils numériques et métrologiques pour ajuster en temps réel, finalement, le fonctionnement de nos systèmes d'assainissement à ce qui est capable de supporter la rivière. Voilà, donc il y a un champ important d'innovation d'ailleurs qui est porté par l'OSIAP et ses partenaires pour doter les organismes, enfin l'OSIAP et les autres organismes, d'outils de gestion adaptés à ce contexte. Merci infiniment, merci pour la clarté de vos propos sur ces questions qui ne sont pas forcément intuitives. Un mot sur la baignabilité, parce qu'on avait une question, peut-être qu'on en reparlera de la salle, mais vous faites beaucoup de choses. On va visiter dans quelques jours à l'invitation de Paris le réservoir d'Austerlitz. Racontez-nous un petit peu comment quelle vision vous avez de cette question, puisque les JO c'est demain. Alors, en synthèse,
La première chose que je veux dire, c'est que le fait que nous ayons travaillé pour nous mettre en conformité avec des réglementations européennes qui n'ont finalement pas grand-chose à voir avec la baignade, nous a permis de progresser grandement. C'est-à-dire, à partir du moment où on veut atteindre les objectifs des RU et les objectifs des CE, ça veut dire qu'il faut avoir des usines performantes par temps sec, qu'il faut réduire les rejets urbains de temps de pluie. Donc mécaniquement, on améliore la qualité sanitaire. Donc c'est-à-dire, par rapport aux années 90, où certains ont ambitionné de le faire, la situation est radicalement différente. Donc c'est-à-dire, au moment où on a décidé de franchir le pas, donc il y a maintenant 7 ans, voilà, le point de départ était déjà un point de départ, je dirais, avec une qualité bien meilleure à ce qu'elle était il y a 10 ans. Ensuite, les leviers à activer, eh bien, ils sont assez simples. Améliorer encore l'efficacité de nos filières de traitement, c'est-à-dire les stations d'épuration, et notamment évidemment celles qui se situent à l'amont. Elles sont aujourd'hui assez efficaces. Grosso modo, aujourd'hui, une filière conventionnelle, ça divise à peu près par 1000 les concentrations en germes. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, on est en train d'ajouter des étapes de désinfection qui sont spécifiquement là pour abattre les germes fécaux, puisqu'on parle de cela quand on parle de baignade. Tout à fait. Et pour finir, travailler également sur la réduction des apports directs, par la construction d'ouvrages de stockage complémentaires, le bassin de service notamment que vous évoquiez, mais également éviter les rejets directs, tous ces mauvais branchements qui sont encore assez nombreux. On parle de 20-25 000 mauvais branchements, c'est-à-dire des eaux usées de particuliers qui sont rejetés directement dans la rivière. Et ça, c'est un travail de fourmi, mais qui est très important parce qu'il faut garder à l'esprit que quand on parle de germes, de faible volume apportent de grosses concentrations. Très bien. Oui, l'autre jour, le préfet de région nous disait, en cas d'orage, c'est vrai que donc de forts rejets, ça pourrait décaler les épreuves de 2 ou 3 jours, mais ça ne compromettrait pas la baignabilité de la Seine. Vous confirmez les propos du préfet de région, monsieur? De toute façon, oui. Merci. Non, mais c'est très vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il faut être un peu réaliste techniquement. On est en train d'améliorer notre système d'assainissement de manière à être plus robuste lors d'événements pluvieux. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va gagner en capacité de stockage. La référence temps sec va être meilleure grâce à l'évolution de nos filières. Néanmoins, c'est évident que s'il y a un gros événement de plusieurs dizaines de millimètres d'eau usée qui arrive cet été-là, il y aura des déversements et que les déversements vont conduire à une dégradation ponctuelle, quelques heures, quelques jours, ça dépend de l'événement. Et donc, à ce moment-là, les seuils seront dépassés et qu'il faudra finalement réagir en conséquence. Voilà. Et d'ailleurs, il y a quand même des outils de mesure, des outils de gestion qui sont en cours de réflexion et de développement pour éclairer la décision à ce moment-là. Merci infiniment. Nathalie Van Schor, vous êtes commanditaire, je crois, vous, de cette étude de l'OCDE. Peut-être que vous nous en direz un mot. Et puis, je le disais et je le rappelle, vous exercez la compétence de GEMAPI, donc, qui est une des compétences importantes de la métropole. Donc, tous ces enjeux, finalement, sont les vôtres. Alors, tous ces enjeux sont les enjeux de la métropole. Alors, c'est vrai que peut-être que sur l'eau, notre action s'est renforcée pour 2 choses. Un, effectivement, nous sommes le GEMAPien, donc nous avons la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations de par la loi. Donc, de par la loi, nous sommes le GEMAPien. Nous avons récupéré l'ensemble des systèmes d'endiguement il y a 1 an maintenant. Donc, nous gérons l'inondation sur Paris, bassin versant et bassin, voilà. Nous avons la gestion des milieux aquatiques et donc de la renaturation, de la désimperméabilisation des sols. Mais par contre, nous sommes une métropole qui n'avons pas la compétence assainissement et eau potable. Alors après, ce rôle j'allais dire sur l'eau a été renforcé avec le fait que effectivement le président de la métropole est devenu président de l'établissement Seine-Grand Lac. Tout à fait. Voilà. Donc ce qui fait que effectivement le regard sur l'eau, sur l'eau potable, sur la renaturation, sur redonner, j'allais dire, vie au cours d'eau, est devenu quelque chose de prégnant à la métropole. Alors pour ce faire, nous on s'appuie sur des outils qui sont des outils d'urbanisme ou des outils environnementaux. On a un plan climat air-énergie, on a un schéma de cohérence territoriale et qui traite de l'eau.
Voilà, et ce sont des schémas qui vont aider à la décarbonation, qui vont fixer des objectifs et qui vont aussi fixer des objectifs de désimperméabilisation des sols, de renaturation, de réouverture de petites rivières. Voilà, des petites rivières comme le Saucé, comme le Morbras, voilà, comme la Bièvre, hein, puisque aujourd'hui on est sur 8 chantiers de réouverture de la Bièvre. Donc voilà. Donc on a une action qui est, qui est au fil de l'eau, qui n'est pas sur l'eau potable directement, qui n'est pas sur l'assainissement, parce que effectivement nous n'avons aucune compétence sur les réseaux d'assainissement, ce qui nous pose problème aussi dans le cadre de la GEMAPI, parce que mesurer les débits de ces réseaux, alors on n'est pas en mesure de le faire, c'est-à-dire qu'on ne les gère pas, donc on est aussi dépendant de l'ensemble des acteurs et des opérateurs. Donc voilà, donc tout ça c'est quelque chose de complexe, mais auquel on s'attaque tous les jours. Alors je vais revenir sur l'enquête, l'étude OCDE qui est lancée. Alors effectivement, on va travailler sur la raréfaction de l'eau, mais on va travailler aussi sur la gouvernance autour de cette rafasse de l'eau et de l'eau potable. Donc il y a vraiment une volonté de voir comment on peut mettre tous les acteurs autour de la table et voir comment on peut activer ces acteurs. On va travailler aussi sur des modèles économiques sur l'impact environnemental et l'impact économique de cette raréfaction en eau. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Et puis, on va aller se comparer, effectivement, à des métropoles étrangères qui ont les mêmes difficultés, ou en tout cas les mêmes problématiques que nous. Alors, le cap n'est pas dedans, hein, je vous le dis. Donc, l'étude, elle a démarré, donc il y a bien un questionnaire. L'ensemble des acteurs vont être entendus, vont être interviewés, en plus du questionnaire. Et normalement, les résultats vont arriver en 2024. Donc, il faudra être faudra attendre encore un petit peu. Voilà. Alors, on travaille aussi sur les lacs, les grands réservoirs, sur la Bassée, hein, sur ces réservoirs de la Bassée qui sont au nombre de 9. Hein. Aujourd'hui, le premier est en cours. On travaille sur les zones d'expansion de crues. Hein, voilà, comment garder l'eau les ruissellements, l'eau de pluie, etc., et les garder notamment dans des... Pour le casier pilote, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lac réservoir, tout simplement. Voilà. Alors, on ouvre, on ferme pour réguler l'étiage. Oui, alors on l'ouvre pour pas pour réguler l'étiage. En fin de compte, c'est pour réguler arrêter le débordement de l'Yonne et que il n'y ait pas que quand l'Yonne déborde, ça n'aille pas directement dans la Seine. En fin de compte, c'est un régulateur d'inondation. Voilà, je vais le dire avec mes mots, hein, parce que je ne suis pas une spécialiste, mais voilà, c'est un régulateur de l'inondation. Et les zones d'expansion de crues, comme son nom l'indique, c'est pour que l'eau puisse se répandre. Non, ce sont des eaux qu'on garde. Alors je vais pas, en milieu naturel, voilà. Dont on évite qu'elle se déverse. Voilà, et qu'on peut utiliser par la suite. Voilà. Donc, voilà. Et puis, on a une dernière action sur la baignade aussi, puisque nous, dans le cadre des Jeux Olympiques, alors le président Ollier avait, dès 2018, souhaité rouvrir les zones de baignade en Seine et en Marne. Et aujourd'hui, il y a 16 villes de la métropole qui sont candidates à la baignade dans le cadre des Jeux Olympiques. Et pour garder, en fin de compte, ces zones ensuite en héritage et qu'elles puissent être baignables après les Jeux Olympiques. Merci infiniment. Alors avant de passer au deuxième tour de table sur des propositions, comment on peut aller plus loin, plus vite, d'une part face à ces risques et puis d'autre part face à cet impératif de décarbonation. Là, on parlera du protoxyde d'azote. J'y tiens. Michel Vialat, comment vous voyez ces choses? Comment vous voyez les marges de progression par rapport à ce tableau qui est maintenant bien dressé? Les interventions que nous venons d'entendre confirment ce que je vous disais en propos liminaire, c'est-à-dire qu'il y a une capacité ici, dans la métropole, d'ingénierie et donc d'anticipation des phénomènes que nous connaîtrons inexorablement. Et puis nous avons des atouts. On va prendre quelques exemples. D'abord, le taux de perte sur réseau, à l'échelle par exemple du CEDIF
ou des autres grands syndicats gérant l'eau potable en Île-de-France, le syndicat de la presqu'île de Gennevilliers, le SIARS que j'ai dirigé pendant plusieurs années, est un des meilleurs aujourd'hui en France. L'eau perdue, qui représente quand même 1 milliard de mètres cubes par an à l'échelle du territoire national. Je crois que l'eau du Sédif a un rendement de 90% voilà. contre 80% en moyenne en France. Exactement. La variation est de 10%. C'est énorme. Donc ça, c'est un atout. Deuxième exemple, vous citiez l'exemple du Rhône et de son débit. Bon, il faut savoir que sur le Rhône, vous avez un certain nombre de centrales nucléaires qui, pour le besoin de refroidissement de leurs réacteurs, utilisent des volumes d'eau considérables qui sont ensuite rejetés dans le fleuve, mais qui, momentanément, viennent évidemment soustraire au volume d'eau du cours d'eau des proportions importantes. Vous faites allusion à une problématique que poserait la construction de 6 nouveaux réacteurs, même s'ils sont petits. Mais déjà pour les réacteurs existants, en cas d'étiage durable, on sait que c'est une difficulté à laquelle EDF travaille, que nous aurons à gérer. En Île-de-France, sur le territoire de la métropole, cette problématique, elle existe, mais de façon moindre. Il y a des centrales nucléaires à l'amont, sur la Seine, mais les volumes prélevés, heureusement, n'affectent pas d'une manière significative le débit du fleuve sur l'aval, et c'est-à-dire sur le territoire de la métropole. Bon, donc il y a des éléments, heureusement, qui peuvent être soulignés comme des éléments positifs. Voilà ce que je voudrais vous dire. Je reviens sur l'exemple du Cap. Je voudrais vous en citer un deuxième, qui est celui d'une agglomération beaucoup plus proche de la France, celle de Casablanca, au Maroc, 5 500 000 habitants. Le 14 septembre 2022, le barrage qui alimente en eau potable l'agglomération de Casablanca avait atteint 4% de capacité, c'est-à-dire qu'il était quasiment vide. Et pendant 72 heures, les autorités marocaines se sont interrogées sur une éventuelle rupture pure et simple d'alimentation. On avait déjà largement réduit les débits au robinet, vous imaginez les mesures prises. Et pendant 72 heures, il y a eu une grosse angoisse des autorités. Et cela veut dire qu'à nos portes, et dans des métropoles françaises, aujourd'hui, la question peut se poser. À Perpignan, aujourd'hui, la question est posée pour l'été prochain. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup. Pour finir, donc il nous reste un petit quart d'heure parce qu'il y a un buffet ensuite qui est servi, puis on n'a pas. Voilà. En un quart d'heure, si vous voulez bien chacun, donc 5 minutes à peu près chacun, dites-nous comment vous voyez. On avance une fois le constat dressé, comment vous voyez les perspectives de progrès, d'amélioration des choses. Peut-être vous, pour commencer, Madame Haim. Bon, je vais essayer d'être brève. En 5 minutes quand même. Ouais, bon, en termes, il y a plusieurs mots qu'il faut, je pense, retenir. C'est le mot sobriété. Donc ça, c'est vraiment, on a beaucoup parlé de sobriété sur les consommations énergétiques à l'automne dernier. Je pense que maintenant, on parle beaucoup de sobriété pour l'eau, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'employer à faire. Et nous, dans nos communications, c'est vraiment un sujet que l'on traite et que l'on déploie par des actions concrètes en ce moment même, parce que donc sobriété. Après, il y a les notions aussi d'éviter, réduire, compenser. Ça, c'est aussi un maître mot dans toutes nos actions et dans nos projets. Donc, il faut décliner chacun à l'échelle des projets locaux que nous menons, parce que en fait, je pense qu'il y a vraiment une vision, il faut des actions locales pour un
résultat global. Et on a parlé de système, et je pense qu'il y a vraiment à prendre en compte ces éléments, chacun dans son rôle, dans ses missions, puisqu'on a tous des missions distinctes. Et donc il faut donc sur le CEDIF, on a déjà lancé des actions concrètes qu'on va renforcer. Nous aussi, nous avons un plan climat eau énergie. Il faut qu'on continue à travailler, qu'on se fixe une trajectoire avec des objectifs chiffrés et de la mesure. Donc, on a des choses en stock. Hein. On a fait des opérations pilotes sur les énergies renouvelables, déployer des fermes photovoltaïques. Il faut qu'on intensifie cela. La récupération de chaleur, on a déjà mis des pompes à chaleur dans certaines de nos usines. Il faut continuer à intensifier l'éco-construction. Alors, peut-être qu'on n'y arrivera pas parce qu'il y a la limite du coût partout, mais je pense que utiliser des matériaux locaux. Et puis alors, je dirais quelque chose qui est un petit peu boire l'eau du robinet. L'eau du robinet, c'est une eau qui finalement contient moins, enfin en tout cas dans les études, moins de matière. Enfin, boire l'eau du robinet, c'est contribuer à la réduction de la pollution plastique. On en parle beaucoup, mais c'est une vraie réalité. On va essayer de travailler avec mon collègue là, Vincent sur justement avoir des meilleures mesures de ces microplastiques dans l'eau. Mais je pense que boire l'eau du robinet, c'est quand même un acte. Voilà. Donc, voilà. Et puis une gouvernance mutualisée, partagée à l'échelle. Et en tout cas, je pense que on est déjà un certain nombre ici, et je pense que tous les syndicats, les grands syndicats techniques, la métropole, etc., doivent travailler ensemble pour réfléchir ensemble, trouver des solutions communes. Voilà. Très bien. Merci infiniment. Monsieur Rocher, au SIAP, vous faites plein de choses. J'étais l'autre jour à l'inauguration d'une unité de méthanisation à Valenton. Racontez-nous un petit peu tous vos efforts pour contribuer à cette décarbonation. Bon, déjà, peut-être se redire, et ça a été dit, les énergies renouvelables, finalement, et la valorisation énergétique, ça fait partie de notre histoire, de notre ADN. 1940, première usine à HR, qui récupère les boues et qui méthanise pour produire du biogaz. Donc on était déjà à cette époque-là avec l'idée qu'il fallait valoriser et produire des énergies renouvelables décarbonées. Alors aujourd'hui, quelques chiffres pour vous dire qu'on a bien sûr continué. Grosso modo, la consommation d'électricité du SIAP, c'est à peu près la ville d'Angers. Voilà, pour vous dire, c'est un térawattheure. Et globalement, aujourd'hui, c'est 50% d'électricité, voilà, qui coûte. Plus encore aujourd'hui qu'hier, hein, voilà, et 50% ce biogaz qu'on utilise à la fois sous forme de chaleur et sous forme d'électricité. Et aujourd'hui, on est bien avancé, et aujourd'hui, on a des projets pour réinjecter ce qu'on appelle le biogaz excédentaire. C'est celui qu'on n'est pas capable, pour des raisons tout à fait techniques, d'utiliser, le réinjecter dans les réseaux de gaz naturel pour n'avoir aucune perte et de valoriser tout ce biogaz. Donc ça, c'est la première chose. Et bien sûr, il nous faut continuer dans cette voie. Question finalement des gaz à effet de serre suppose aussi qu'on fasse un effort, que notre secteur industriel fasse un effort et contribue à la diminution des émissions. Alors quand on parle, et avec des chiffres, alors je ne vais pas les reprendre, vous les connaissez, la stratégie nationale bas carbone a été posée, moins 6% d'émissions à l'échelle française, tout secteur confondu d'ici 2050. C'est pardon. 6%, divisé par 6. Oui, ça me semblait peu. Excusez-moi, divisé par 6. Et pour notre secteur industriel, on est du moins 37 dès demain, c'est-à-dire 2030, et du moins 66 en 2050. Donc on voit bien à quel point l'ambition est forte et qu'il va nous falloir agir vite. Nous devons agir vite sur ces sujets-là. Alors, ces émissions, elles sont de deux types, sans vouloir les émissions directes, les émissions indirectes. Grosso modo, voilà, 1 mètre cube d'eau usée, c'est 2 km de voiture. En termes d'émissions de CO2, c'est un peu moins d'1 kg, 0,7 kg de CO2 à chaque fois qu'on traite 1 mètre cube d'eau usée. Donc, à l'échelle du SIAP, on est entre 600 et 700 000 tonnes de CO2 par an qui sont émises, 60% en émissions directes, 40% en émissions indirectes. Bon. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on active différents leviers.
Alors les émissions indirectes, c'est quoi? C'est ce qu'on achète, c'est la manière avec laquelle on construit, la manière avec laquelle on répare. Tout simplement, il nous faut intégrer ces critères-là dans nos politiques d'achat, dans nos politiques de construction, dit autrement, dans nos cahiers des charges, de manière tout à fait pratique, pour que finalement, ces objectifs, on arrive à les concrétiser. Je saute rapidement sur les émissions directes. Aujourd'hui, on a de la chance. Parce que quand on regarde nos émissions directes, on se rend compte, et ça c'est nos programmes de recherche qui l'ont montré depuis 7 ans, que l'essentiel des émissions est concentré sur quelques pôles. Et notamment, et vous le disiez, lorsqu'on traite biologiquement nos eaux, donc on va éliminer l'azote, on va le transformer en diazote gazeux, eh bien, on produit un gaz qui s'appelle le protoxyde d'azote, qui est une espèce intermédiaire naturellement produite en quantité relativement importante. Et c'est un gaz qui a un puissant potentiel de réchauffement climatique et largement supérieur à celui du CO2. Et quand on fait, si vous voulez, grosso modo, le diagnostic sur les émissions, ce gaz-là représente à peu près 40% de notre empreinte. Bon, donc on voit bien qu'on a un levier très important. Bon, cela dit, il est compliqué parce que c'est un gaz qu'on ne sait pas mesurer, qu'on ne comprend pas bien, on n'a pas bien compris les conditions d'apparition, d'émission, etc. Donc le véritable enjeu pour nous, qu'on a engagé à peu près dans les années 2014-2015, il s'agissait, d'être capable de le mesurer, ou tout au moins de l'estimer. Voilà, c'est ce que nous avons fait. Alors quand je dis nous, le CIAP, mais pas seulement. Aujourd'hui, l'ensemble des opérateurs de l'eau ont bien identifié ce gaz-là et travaillent. D'ailleurs, nous travaillons également avec eux. L'idée, elle est simple, être capable de le mesurer en temps réel parce qu'on ne peut maîtriser que ce que l'on voit, tout simplement. Comprendre les liens entre les conditions d'exploitation, c'est-à-dire finalement la manière avec laquelle on gère nos filières et ces émissions-là pour définir les... Et là, alors, on n'a pas le temps, mais c'est tout compliqué parce qu'en fait on a des injonctions qui peuvent paraître un peu contradictoires. On veut brider un peu l'air parce qu'il y a un vrai sujet de sobriété énergétique et économique, mais en bridant l'air, on pousse un peu les espèces intermédiaires, donc on fait plus de CO2. Alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc la question des arbitrages, elle se posera naturellement. Et enfin, il nous faut aujourd'hui aller vite, parce que 2030, c'est même pas demain, c'est aujourd'hui, 2030. Il nous faut accélérer, je dirais, cette innovation incrémentale, c'est-à-dire que sur nos filières, il nous faut intégrer ces systèmes de mesure, ces outils numériques, ces automates qui permettent de prendre en compte ces espèces intermédiaires de manière automatique dans nos pratiques de régulation. Et là, on a un véritable enjeu de mise en place d'une organisation qui nous permette d'aller vite dans l'innovation incrémentale. Et là, alors je porte un peu ça évidemment parce que je suis directeur innovation, donc j'en profite, mais malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix de le faire. Enfin, toujours dans cette veine, là on parle des filières existantes, il faut aussi être attentif à nos filières de demain, c'est-à-dire un peu à l'image de ce qu'on fait sur les achats de fluides, enfin de produits. Il faut veiller à ce que dans nos plans d'évolution des infrastructures, ces critères-là, on les intègre bien. C'est-à-dire qu'on ne commette pas l'erreur d'aller choisir des filières ou des procédés qui intrinsèquement sont émetteurs. Je veux dire, aujourd'hui, on le sait. On sait qu'il y a des types de procédés parce que les temps de séjour sont très faibles, parce que finalement on joue avec le cycle de l'azote. On sait que potentiellement, même si on ne sait pas bien l'objectiver, on sait que potentiellement tel ou tel techno va potentiellement produire. Donc ceux-là, il faut essayer de les bannir. Et enfin, et j'ai vraiment fini, parce qu'il y a le buffet. Et il y a la métropole. Et il y a la métropole. Dans l'ordre. Et également, peut-être aussi penser, on va faire au mieux de ce qu'on peut pour maîtriser. À un moment donné, si ça ne suffit pas, il faudra capter. Et donc ça fait partie capter, transformer. Donc en gros, on va maîtriser autant qu'on puisse le faire les émissions. Et si ça ne suffit pas, il faudra intégrer dans nos filières des systèmes capables de capter le CO2 pour le transformer, par exemple, en molécules d'intérêt. Et en termes de recherche, on est aussi évidemment sur ces sujets-là. Merci infiniment. Juste un mot, parce que pour les béotiens que je suis, dont je fais partie, brider l'air, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, brider l'air? Alors, pour faire simple, nos systèmes, pour fonctionner, pour éliminer l'azote, ils ont besoin de conditions d'exploitation et notamment d'apporter de l'air. L'air, c'est un coût énergétique très important sur nos filières. Donc, on essaye d'avoir des conditions d'optimisation de l'apport d'air pour à la fois bien traiter aujourd'hui l'azote ammoniacal, enfin ce qu'il y a dans nos réglementations, en limitant le coût d'exploitation, parce que c'est l'usager quand même qui paye tout cela. Maintenant, peut-être qu'on va se rendre compte que lorsqu'on va prendre en compte cette nouvelle cible, eh bien, 10,
qui était suffisant pour traiter correctement l'ammonium ne sera peut-être plus suffisant pour éviter les émissions de protoxyde d'azote. Et nous devrons collectivement accepter qu'il faudra mettre peut-être 15 ou 20, voilà, pour traiter ce sujet. Nathalie Van Schoor, vous, en fait, vous êtes, oui, alors la présidence par Patrick Ollier conjointe de l'EPTB et de la MGP, ça va dans ce sens de la gouvernance un peu plus transversale. Comment vous voyez les zones de progrès face à ces questions, sur ces enjeux dont on voit à quel point, sans être anxiogène, hein, mais à quel point ils sont importants? Alors, nous, on va agir sur nos compétences. On n'est pas en mesure d'agir sur le reste. Par contre, on est en mesure de partager avec les acteurs et de trouver, j'allais dire, des lieux de rencontre et des lieux où on va pouvoir améliorer les choses. Donc aujourd'hui, on est dans une dynamique de travailler et de passer des conventions. Alors, on a un protocole récent, là, depuis un an, on a passé un protocole avec le SIAP, on travaille avec le CEDIF, voilà. On travaille avec tous les acteurs, hein, que ce soit de l'eau ou de l'énergie, et l'idée, c'est de fédérer par des conventionnements, d'accompagner des actions, d'amplifier certaines actions. Voilà, c'est notre rôle, en tout cas, en tant que collectivité territoriale. Au-delà de ça, nous, on va essayer de jouer sur tous les facteurs de décarbonation. Alors, on a notre fameux plan climat, air, énergie métropolitain, hein, je le rappelle, hein, qui prévoit 80% de réduction, 80% de décarbonation, et puis être à zéro carbone en 2050. Alors, c'était ambitieux à l'époque, hein, on est en train de le réviser, donc je pense qu'on reverra nos ambitions, mais en tout cas, sur tous les aspects, que ce soit l'énergie, que ce soit l'habitat, que ce soit l'eau, que ce soit la nature, voilà, on est en action. On travaille aussi aujourd'hui, depuis quelque temps, sur une stratégie de résilience. Voilà. Donc il y a un élu qui va porter cette stratégie à la métropole. Elle sera présentée, les premiers axes seront présentés en octobre 2023. Ensuite, on lancera une grande étude et on aura un plan de résilience de la métropole à toutes les vulnérabilités. Voilà. Ce qu'on va faire sur l'eau, en tout cas, hein, sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est travailler sur tout ce que sont les milieux aquatiques et les zones humides. Parce que là, il y a vraiment, on peut améliorer en tout cas la ressource. On va travailler sur redessiner, réouvrir les cours d'eau. Ça, c'est une vraie ambition de la métropole. Et toujours pareil, sur la régulation de la ressource. Voilà. Et puis ensuite, on va travailler à des partenariats, à accompagner, à travailler sur l'eau potable, mais on n'a pas la compétence, donc on va travailler avec l'ensemble des partenaires. On va conventionner et on va trouver un chemin d'amélioration. Voilà. Merci infiniment. Y a-t-il peut-être des questions? Vous vouliez peut-être, Monsieur Touly, je devine que si ça se trouve, c'est sur la baignabilité. Non, ah ben voilà, comme quoi, il ne faut préjuger de rien. Merci. Au niveau gouvernance, pour moi, il y a un problème, non pas au niveau du CEDIF, puisque toutes les communes sont représentées, mais pas au SIAP. Au SIAP, c'est les conseils départementaux. Mais il y a 185 communes qui sont adhérentes. Donc, est-ce qu'il ne serait pas possible, comme au CEDIF, que l'ensemble des acteurs des collectivités locales soient représentés dans le conseil d'administration? Ça, c'est une question précise, comme on les aime, monsieur. On va prendre toutes les questions comme ça. Allez-y, quand même, c'est pas grave. Ça peut être compliqué et court, d'ailleurs. IRH, on travaille beaucoup avec le SIAP. Donc, en ce moment, il y a plusieurs sujets qui n'ont pas été abordés. Déjà, monsieur Virat, très intéressant. Mais en fait, on est au tout début du réchauffement climatique. Nous, on a eu beaucoup de conférences sur le réchauffement climatique. Ça va durer 400 ans. Dans 100 ans, le Rhin sera en dessous du niveau de la mer. Alors, Londres a déjà mis en place, ils étudient de mettre en place, bétonner tout le littoral, mettre des énormes ponts qui vont rejeter. C'est la folie. Donc, on est au tout début. Beaucoup de problèmes, on voit aujourd'hui au Cap, c'est aussi lié à la pression démographique. Ça, on n'a pas abordé. Peut-être pas à Perpignan, mais il y a le changement climatique, démographique. Je voulais savoir, dans vos instances, c'est quelque chose que vous abordez. Donc, une pression même en Ile-de-France. Ça, c'est quelque chose qui est en train de... Voilà. La pression démographique, donc. La pression démographique. Deuxième question, l'éléphant un peu dans la pièce, comme on dit en anglais. On n'a pas parlé des micropolluants. Et c'est un sujet d'aujourd'hui. Les PFAS, vous deux, les deux côtés de la chaîne. Donc ça, c'est un peu mes deux questions. Bon, ouais, très bien. Mais François Gémen, il dit que si on en finit avec les énergies fossiles, la température du globe recommence à baisser à partir de 2100. Vous vous dites on en a pour 400 ans? On a pour 400 ans, c'est le tout début. C'est le tout début.
Jean Jouzel a animé une conférence chez nous. Florence Sabex de BRGM. On est à la 5e conférence qui a lieu dans 10 jours à Bordeaux. Et donc, il suffit de lire le rapport du GIEC. Très bien. Alors, trois questions du coup sur le SIAP peut-être pour être dans l'ordre, et puis voilà, des réponses courtes si c'est possible. Oui, elle sera courte. Je vous remercie pour votre intervention, votre question. C'est un sujet qui est régulièrement reporté. Je crois que moi je suis directeur innovation. Je crois que le président du SIAP, son directeur général ont bien entendu tout cela, travaillent à la question. Je crois qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises par le directeur général et le président pour améliorer, fluidifier et maximiser la communication avec les élus qui sont installés sur des territoires qui ne sont pas aujourd'hui pas intégrés dans le conseil d'administration. Je crois que c'est une première étape importante d'ailleurs qui a été saluée par les élus eux-mêmes. Voilà. Alors maintenant, en tant que directeur de relations, et si vous me le permettez, j'irai pas plus loin dans ma réponse. Donc démographie et micropolluants, prise en compte de la démographie, c'était à vous, vous deux opérateurs. Jamais de démographie, jamais. C'est pas assez sociopolitique, mais on n'a pas le droit d'en parler. Il y a une pression démographique. Le SDRIF, quand même, est fondé, et les SCOT, sur des schémas d'évolution démographique qui font l'objet d'études très approfondies. La présentation, d'ailleurs, du projet de SDRIF qui s'est effectué l'année dernière, si j'ai bonne mémoire, il va être le 4 juillet au Conseil régional, est fondé sur des schémas d'évolution démographique qui entraînent par effet de chaîne, évidemment, un certain nombre de dispositions. C'est compliqué. Là, on est sur effectivement une croissance démographique et surtout une densité. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans ignorer qu'on va vers le ZAN, donc on ne consommera plus de terre, et ce qui veut dire qu'on va reconstruire la ville sur la ville. Mais on va continuer à augmenter la possibilité d'hébergement sur les zones métropolitaines. Bon, parce que les services aussi, aujourd'hui, les services publics se concentrent aussi sur ces zones-là. Voilà, on le voit bien, il y a des déserts médicaux, Donc, du coup, naturellement, les mouvements de population viennent sur les centres ou en proximité des centres des métropoles, quoi. Alors, vraiment d'un mot sur démographie et micropolluants, si vous voulez bien, pour conclure, comment vous le prenez en compte, peut-être plus sur les micropolluants. La démographie, on en a déjà parlé. Les micropolluants. Alors c'est un sujet d'actualité pour le CEDIF, puisqu'en ce moment il y a un débat public lié à son projet de filière haute performance. Donc on souhaite, on doit mettre en place des traitements curatifs pour répondre aux textes sanitaires par rapport aux micropolluants. Donc c'est un sujet majeur chez nous et on va lancer un comité, de réunir des acteurs de notre bassin versant pour constituer un comité d'experts micropolluants pour essayer de trouver des solutions. Donc ça, c'est un projet à très très court terme qui est déjà bien avancé, mais c'est un sujet majeur de préoccupation, en tout cas pour le CEDIF. Sur la démographie indirectement, la consommation d'eau, de toutes les façons, tous les modèles de prévision doivent se baser sur une démographie. Donc on a fait des projections pour évaluer les consommations d'eau à 20 ans, 40 ans. Donc tout ça, et on a des modèles, sachant que la consommation d'eau potable, il y a des coefficients de pointe, puisque en été, on consomme beaucoup plus, et notamment au niveau du réchauffement climatique. Donc c'est des sujets qu'on prend en compte. Et pour répondre à se projeter des scénarios, on est en train de monter un partenariat avec le BRGM, on va lancer l'étude au mois de septembre, justement pour modéliser au droit de nos 3 prises d'eau l'évolution. Alors, ils étaient eux-mêmes pas très chauds pour faire au-delà de 2040, puisque l'étude Seine-Grand Lac avait... Et finalement, on les embarque dans un 2040-2070, là, au droit de nos 3 prises d'eau et en sortie après le rejet d'aval. Donc, le Vincent va nous communiquer ces données justement sur l'aval. Il y a une incertitude sur les calottes polaires. C'est ça qu'ils nous ont dit au
accélérer ou non. Si ça accélère, là, c'est la catastrophe. Vincent Rocher, c'est le mot de la fin, et parce qu'après on peut discuter ensuite pour suivre à l'étage. Donc, exactement. Oui, tout à fait. J'irai vite. Donc, oui, le micropolluant, ça fait partie des sujets sur lesquels finalement les acteurs du petit cycle de l'eau et de l'assainissement travaillent. L'angle, c'est lequel? Essayer de comprendre d'où viennent ces micropolluants, quelles sont les efficacités des filières de traitement, car il faut garder à l'esprit quand même que ça dépend grandement de quels micropolluants on parle. Il y a des micropolluants pour lesquels les filières sont efficaces, d'autres pour lesquels elles ne le sont pas du tout. Vous dire également quand même, quand on regarde le micropolluant dans la rivière, la situation n'est pas si dramatique que ça, notamment quand on le regarde par le prisme de la directive cadre avec le bon état chimique. On voit que, entre guillemets, ça pourrait être pire. On est quand même, voilà, on n'est pas dans un état dramatique. Se rappeler aussi que le micropolluant, la difficulté, c'est l'ubiquité du micropolluant. Ça vient de partout, tout à fait, et qu'on voudrait avoir des sources ponctuelles là où on a des sources diffuses. Donc, la question à laquelle nous devons réfléchir, et pour conclure de manière simple, où est-ce qu'on le traite? Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les traitements centralisés dans un cadre R&D. La Suisse a franchi le cap du traitement centralisé. Nous, aujourd'hui, potentiellement, on pourrait être capable de le faire techniquement. On a les technos. Voilà. En revanche, aujourd'hui, l'amont, c'est-à-dire la réduction à la source, arrêter d'utiliser autant de molécules, parce que le micropolluant, aujourd'hui, toute la difficulté, c'est les usages, et notamment les usages domestiques. Il y a des sources très variées. Voilà. Donc aujourd'hui, il nous faut travailler ensemble de manière à réduire l'utilisation et donc l'introduction dans le petit cycle de l'eau des micropolluants. Merci infiniment, merci beaucoup, merci à tous. Et ainsi s'achèvent ces matinales très fertiles et je suis ravi de vous inviter au cocktail qui se trouve, cocktail déjeunatoire, au premier étage. Merci à tous et rendez-vous le 14 novembre pour la restitution des propositions, etc. Merci à tous, à bientôt.